Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouveau concept sur ma chaîne. Pour vous expliquer en quelques mots, il s'agit de vous présenter des livres japonais qui n'ont jamais été traduits ou qui ne le seront probablement jamais en français ou même en anglais. Comme vous le savez peut-être, je passe pas mal de temps à lire. Je me suis dit que ça serait sympa de vous présenter certains ouvrages en vous présentant un peu le contenu, c'est-à-dire en vous présentant l'intégralité du scénario ou du contenu du livre, hein, c'est pas forcément des romans. C'est donc une série de vidéos en fait qui sera 100% spoiler, 100% divulgachage, mais je vous rassure, c'est des livres qui de toute façon ont très peu de chances de finir un jour en français ou même en anglais ou d'autres langues. Donc voilà, je me suis permis de faire je dirais pas une traduction, c'est un petit résumé en français donc de chaque livre. J'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, ce qu'il faudrait améliorer, ce qui est pas bien, tout ça. Ou ce qui est bien aussi, parce qu'il peut y avoir des choses bien aussi. Sur ce, attaquons-nous au premier livre de cette série, Super Mario Bros. Monogatari. C'est un roman qui est sorti le 22 juin 1989. Ça prend quand même pas mal de liberté par rapport à l'univers de Mario. Pour moi, ce livre, c'est un peu un ovni. À ce jour, c'est le seul roman Super Mario Bros. Que je connais. Il y a des livres dont vous êtes le héros, que je vous avais déjà présenté vite fait. Mais celui-ci, il est vraiment particulier. Honnêtement, il est impensable qu'un roman comme ça puisse voir le jour aujourd'hui, je pense. Nintendo serait derrière tout de suite. Alors, on va en reparler. Est-ce que c'est un produit officiel? Est-ce que c'est pas un produit officiel? C'est sorti dans le commerce, ça c'est tout ce que je peux vous dire, d'une maison d'édition. Donc a priori, c'est quand même officiel. Il y a marqué Nintendo dans les premières pages. On va voir un peu le contexte de la sortie de ce livre. Donc nous sommes en juin 1989. Quelques mois plus tôt sortait Super Mario Bros 3 sur Famicom, le 23 octobre 1988 au Japon. Le jeu est bien sûr un immense succès. Mario commence vraiment son ascension phénoménale. C'est devient un personnage, une icône mondiale un peu. Qui dit succès dit que Mario est adapté un peu dans tous les styles possibles. On se souvient du film de 86 bien sûr, Super Mario Bros. Peach Hime Kyushitsudai Saksen, donc le grand plan pour sauver Peach, sorti en 86 et qui était étrange, qui prenait quand même des libertés très bizarres. On se souvient aussi du film du début des années 90, Super Mario Bros, qui prenait des libertés, beaucoup de libertés, avec l'univers de Mario, qui surfait sur la vague du succès, qui moi, à titre personnel, j'aime beaucoup, même si c'est un nanar complet, mais je l'aime beaucoup parce que c'est un film de mon enfance, et voilà, mais bon, faut reconnaître, c'est pas fou. Donc bref, c'est dans ce contexte que sort ce roman officiel, enfin, je dis officiel avec des guillemets quand même, parce qu'il y a beaucoup de choses, en fait, qui me perturbent. Surtout connaissant le Nintendo d'aujourd'hui, à les imaginer autoriser ça, en fait. Donc ce livre a été publié par une maison d'édition qui s'appelle Torojisha, qui est une maison d'édition qui a totalement disparu aujourd'hui. Elle a disparu au début des années 90, comme quoi c'est peut-être un signe. C'était une maison d'édition qui n'était pas à son premier coup d'essai, puisqu'elle avait déjà sorti des guides de jeux, comme un guide de jeu pour Super Mario Bros 3, dont je vous voyais la jaquette ici, avec des dessins très... Ouais, ok. Et elle a aussi été un petit peu en conflit avec la société Enix, quand elle avait sorti un espèce de guide Dorakue 3 Nazo no Mao Yatsukedo. C'était un livre un peu particulier qui détaillait pas mal de choses sur le jeu, mais ça faisait plus forme de roman, enfin, ou carnet de voyage un peu sur le jeu en fait. Ah, je suis arrivé dans ce village et j'ai pensé ça, machin, et nanana. Un peu étrange. Et donc Enix avait demandé à ce qu'il soit retiré du marché. Il y a une légende urbaine qui dit que Enix a gagné et que le titre a été retiré du marché, ce qui fait que la hausse, le prix du bouquin a énormément augmenté. Il valait 400 € il y a quelques années. Il a rebaissé depuis parce qu'en fait on a découvert que non, ça s'est réglé à l'amiable entre Torojisha et Enix, donc il n'y a pas eu de... Bon bref, tout ça c'est encore une autre histoire, on pourra peut-être y revenir un jour. En tout cas, je n'ai trouvé aucune source sur une éventuelle mésentente entre Torojisha et Nintendo, donc je suppose qu'il n'y a pas eu de problème. Ce livre a été réalisé par Yoruka Headroom Publishing Division, Yoruka Headroom Shippan et les illustrations sont de Masaki Kazuko. Pour information, ce livre, je l'ai trouvé il y a quelques années sur internet. Je l'ai payé 5000 yens, ce qui fait c'est environ 30 €. Son prix d'origine, en 1989, il était de 530 yens, soit 3 € d'aujourd'hui. Avec l'inflation, il faudrait regarder tout ça, mais bon, c'est pas vraiment mon domaine. Par contre, si vous voulez éventuellement vous le procurer aujourd'hui, alors déjà, il est rare, c'est pas facile de le trouver. Et si vous le trouvez, généralement, il tourne autour des 30 000 yens, soit 190 € à peu près. Ça calme. Voilà, c'est pas le plus grand succès du monde, donc je pense pas qu'il y en ait des milliers de millions d'exemplaires qui ont circulé. En tout cas, bref, voilà, si vous voulez vous le procurer, bonne chance. Contrairement à ce qu'on pourrait penser en voyant la couverture du livre avec Mario Tanuki, là, raton laveur, qui ressemble quand même pas mal au Mario de Super Mario Bros 3, et puis il est sorti quelques mois après la sortie du jeu, sauf que
Alors ça reprend des éléments du 3, hein, ça reprend quelques éléments, mais ça part un peu dans d'autres directions. Enfin bref, on va dire que globalement le cheminement du bouquin est le même, mais que c'est tourné très différemment. Bon après, le scénario il tient sur un post-it de Super Mario Bros 3. Ce qui est perturbant avec ce livre, c'est que l'humour il est assez absurde, étrange. Les dialogues sont un peu décalés. Donc dans ce roman, on suit les aventures de Mario et du prince Luigi. Oui, Luigi est un prince. Et non mais... Oui, dans ce roman, Luigi n'est pas le frère de Mario, mais un prince, le prince du pays des fleurs. Ce qui surprend aussi, c'est que vous le verrez dans le roman, mais Bowser est véritablement maléfique et manipulateur. Toad, c'est dans l'histoire la nourrice de Peach. Voilà. Et voilà, visiblement, même les habitants ne sont pas tous des champignons, c'est des humains normaux, mais voilà. Bref, à partir de maintenant, je vais vous raconter le résumé que j'en ai fait. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais poser ce livre juste ici, et que j'ai préparé mon petit résumé que je vais vous lire en intégralité. Donc vous allez connaître l'intégralité du scénario, de tous les rebondissements, et ainsi de suite. On va commencer par le prologue. Il existait autrefois un royaume paisible, le royaume champignon. Ses habitants vivaient heureux sous le règne bienveillant de leur souverain. Après la mort du roi, sa fille, la princesse Peach, hérita du trône. Bien qu'encore jeune, elle gouvernait avec sagesse et générosité, veillant à la prospérité de son peuple. Les saisons s'écoulaient paisiblement, et chacun menait une vie simple et heureuse. Mais un jour, cet équilibre fut brisé par une force maléfique. Un être redoutable, Bowser, le grand roi démon, apparut à la tête d'une armée monstrueuse. Sans prévenir, il lança une attaque sur le royaume champignon. Les habitants, qui avaient toujours vécu en paix, furent totalement dépassés. Face à la brutalité de Bowser et de ses sbires, ils ne purent opposer aucune résistance. En un instant, le royaume bascula dans la terreur, et pour asseoir définitivement son emprise, Bowser enleva la princesse Peach. Privés de leur souveraine, les habitants se retrouvèrent livrés à eux-mêmes. Le désespoir s'empara du royaume. Mais au milieu de ce chaos, un homme se dressa. Un simple charpentier, vêtu d'une salopette rouge et d'une casquette vissée sur la tête, jovial, bienveillant, mais surtout doté d'un courage inébranlable. Son nom était Mario. Mario était un homme simple, toujours de bonne humeur, mais il était aussi terriblement borné et pas très malin. Il oubliait facilement des choses, peinait à comprendre les explications trop complexes et avait un raisonnement souvent très approximatif. Mais s'il y avait une chose qu'il comprenait, c'était l'injustice. Face à l'oppression, il ne pouvait rester sans rien faire. Il prit la route, seul, pour affronter les armées de Bowser. Beaucoup pensaient qu'il courait à une mort certaine. Comment un simple charpentier pouvait-il défier un roi démon? Pourtant, avec une ténacité à toute épreuve, Mario traversa les plaines, les mers et les cavernes, se frayant un chemin à travers les sbires du tyran. Après un long périple, il atteignit enfin le château de Bowser. Le combat fut terrible. Face à un adversaire immense et redoutable, Mario dut puiser dans ses dernières forces. Porté par sa volonté de sauver le royaume, il porta le coup décisif. Bowser s'effondra. Mario délivra Peach et le royaume champignon retrouva la paix. Les habitants, soulagés, acclamèrent leur héros. Le temps passa et la vie reprit son cours. Mais cette paix fut de courte durée. Bowser revint, plus puissant, plus impitoyable, avec une armée encore plus terrifiante. Une fois encore, le royaume champignon sombra dans la peur. Les habitants impuissants n'avaient plus qu'un seul espoir. Tous tournèrent leur regard vers celui qui, déjà une fois, avait terrassé le roi démon. Celui qui avait prouvé qu'un simple homme pouvait renverser un tyran. Mario. Ainsi débuta son second combat contre Bowser. Cette fois, les obstacles étaient plus nombreux, les ennemis plus redoutables, mais Mario, porté par son courage et sa naïveté inébranlable, avança sans jamais relâcher. Il affronta des créatures plus puissantes, déjoua des pièges mortels, traversa de nouveaux territoires hostiles. Après un combat acharné, il atteignit de nouveau la forteresse du roi démon. Face à un Bowser encore plus dangereux qu'auparavant, Mario livra bataille une seconde fois. Les flammes, les coups, les pièges, tout semblait jouer contre lui. Mais il tint bon. Non pas grâce à une stratégie élaborée, mais simplement parce que Mario ne réfléchissait pas trop. Il ne doutait pas, il ne s'embarrassait pas de questions compliquées. Il avançait toujours tout droit, avec la certitude que tout finirait par s'arranger. Et au terme d'un affrontement d'une intensité inouïe, il parvint encore une fois à faire chuter Bowser. La princesse Peach fut libérée et la paix revint. Cette fois, le royaume tout entier célébra son sauveur. Mario était devenu une légende. Mais cette paix allait-elle enfin durer? Chapitre 1. Mario reprend la route. Le royaume champignon baignait dans l'euphorie. La paix était enfin revenue après la seconde défaite de Bowser. Et le château resplendissait de festivités en l'honneur de Mario. Le héros qui avait sauvé la princesse Peach et son peuple. Le banquet, somptueux, dura plusieurs jours. Et Peach elle-même montrait une affection particulière pour Mario, aux grandes dames de Toad, qui voyait cette proximité d'un mauvais œil. Mais alors que la vie reprenait son cours, Mario, loin de profiter du luxe du château, s'ennuyait. Fidèle à lui-même, il ne pouvait pas rester sans rien faire. Armé de son marteau, il se mit à fabriquer une table et des chaises dans la cour du château, sous les regards admiratifs des soldats. L'un d'eux lui demanda alors de construire une échelle pour atteindre une fenêtre haute, ce que Mario fit en un éclair.
sous les applaudissements. Seul Toad, toujours agacé par la place qu'il prenait dans le château, restait renfrogné. Ne tenant pas en place, Mario passait aussi son temps à jouer avec les enfants du royaume, inventant des jeux comme le feu-boule ou le saut du drapeau. Il était plus qu'un héros pour eux. Il était un grand frère espiègle et jovial. Mais cette paix fragile fut brutalement brisée lorsqu'une dispute éclata entre deux garçons. L'un prétendait que Bowser était toujours en vie, ce qui provoqua une onde de choc. Lorsque Peach confirma cette terrible nouvelle, l'atmosphère devint pesante. Bowser, non seulement vivant, avait aussi conquis tous les autres royaumes, et il ne tarderait pas à attaquer le royaume champignon. Mario n'hésita pas une seconde. Bien que peu intelligent et souvent irréfléchi, son courage l'emporta. Il se porta volontaire pour affronter Bowser une nouvelle fois, malgré les inquiétudes de Peach. C'est alors que surgit le prince Luigi. Un noble prétentieux venu du royaume des fleurs, habillé d'une armure blanche trop volumineuse et chaussé de rollers. Il fit son entrée dans un fracas monumental, accompagné d'un orchestre grandiloquent. Devant tout le monde, il déclara avec fierté que lui seul allait vaincre Bowser. Luigi méprisait Mario, qu'il voyait comme un simple charpentier sans importance. Pour prouver sa supériorité, il exhiba ses armes révolutionnaires. L'Ultra Super Extend Arc Machine, un arc capable de tirer des flèches à une distance 5 fois supérieure, mais qui se brisa en un instant. Le méga lance-pierre super puissant, une catapulte censée être redoutable, mais qui lança son projectile dans la direction opposée. Devant cette humiliation, Luigi tenta de garder la face en affirmant qu'il n'avait pas besoin d'aide pour battre Bowser. Mais Peach prit finalement sa décision. Mario serait le héros de cette nouvelle aventure. Au matin du départ, une foule immense se rassembla pour acclamer Mario. Peach lui remit alors un objet, une combinaison grenouille, un héritage de son père dont elle ignorait les véritables pouvoirs. Alors que Mario s'éloignait sur la route, Luigi, rongé par la jalousie, serra les poings en silence. Dans un accès de frustration, il arracha ses rollers et les jeta violemment au sol. Ainsi, le destin du royaume champignon reposait à nouveau sur les épaules de Mario, tandis que Luigi, dans l'ombre, comptait bien prouver qu'il était le véritable héros de cette histoire. Chapitre 2. Le royaume des plaines. Mario se mit en route à travers les vastes plaines du royaume champignon. Alors qu'il avançait paisiblement, le prince Luigi surgit sur un splendide cheval blanc, vêtu d'une armure éclatante. Il se moqua de Mario qui voyageait à pied, affirmant qu'il arriverait bien avant lui grâce à sa monture. Après un rire satisfait, il disparut au galop. Un peu plus tard, Mario entendit de nouveau des sabots. Cette fois, Luigi revenait en panique, accroché à son cheval, prétendant avoir affronté un ennemi redoutable. Essoufflé, il expliqua qu'il avait vaillamment combattu avant de laisser Mario s'occuper du reste, puis fit demi-tour et prit la fuite. Intrigué, Mario continua sa route et découvrit le prétendu adversaire. Une vieille tortue géante, mesurant environ 1,20 m, au regard sage et malicieux. Il s'agissait en réalité d'un simple voyageur, âgé de 250 ans, qui se plaignit d'avoir été effrayé par un chevalier en armure blanche qui s'était enfui en le voyant. Pensant avoir affaire à un ennemi, Mario lui sauta immédiatement dessus, mais réalisa vite son erreur. Après quelques excuses, il échangea quelques mots avec la tortue, qui lui demanda de transmettre un message à Luigi. « Dis-lui de respecter les anciens !» Ainsi Mario, amusé par cette rencontre étrange, poursuivit sa route, prêt à affronter son premier véritable combat. Alors que la nuit tombait sur les plaines infinies, Mario décida d'installer sa tente sous un arbre robuste pour éviter de voyager dans l'obscurité. Le silence nocturne fut bientôt troublé par un bruissement discret dans les buissons. Une silhouette noire s'approcha furtivement de la tente, un sourire mauvais aux lèvres. L'intrus s'apprêta à frapper Mario dans son sommeil. Mais, contre toute attente, le plombier se retourna brusquement et décocha un coup de poing en plein visage de l'assaillant, tout en dormant profondément. Le mystérieux attaquant tenta une seconde fois, mais se fit frapper à nouveau par un autre mouvement inconscient de Mario. Finalement, le héros ouvrit un œil et, sans perdre de son insouciance habituelle, déclara fièrement que tout cela faisait partie de sa technique du tanuki endormi Mario, un stratagème où il faisait semblant de dormir pour surprendre ses ennemis. L'assaillant, un Koopa nommé Ippa, l'un des fils de Bowser, refusa d'admettre sa défaite et se prépara à un vrai combat. Ippa tenta de prendre l'avantage en usant de sa rapidité, mais Mario, vif et puissant, esquiva ses attaques avant de le projeter violemment au sol. Complètement sonné, le Koopa tenta de résister mais finit par s'écrouler, vaincu. Mario le pressa alors de questions sur l'emplacement du bâton magique nécessaire pour restaurer le royaume des plaines à son état normal. Pris de panique face aux menaces du plombier, Ippa finit par avouer que le bâton était déjà sur son propre dos, ce qui amusa grandement Mario. Après cette victoire éclatante, le royaume des plaines retrouva enfin la paix. Le roi, qui avait été transformé en singe, retrouva son apparence humaine, bien que son rire étrange intrigua Mario. Mais l'aventure ne faisait que commencer. Son prochain objectif, le royaume des mers. Seul problème, Mario n'était pas vraiment doué en natation. Mais ça, il y réfléchirait plus tard. Pour l'instant, il avait faim. Et c'est ainsi, toujours aussi insouciant, que Mario reprit la route vers sa prochaine destination. Chapitre 3. Le royaume de la mer. Après sa victoire dans le royaume des plaines, Mario arriva dans la ville côtière de Tohopo, une paisible bourgade de pêcheurs et d'agriculteurs. Épargnée jusqu'ici par l'influence de Bowser, elle représentait la porte d'entrée du royaume de la mer. Dès son arrivée, Mario fut accueilli en véritable héros. Les habitants l'admiraient, les enfants acclamaient son nom, les jeunes filles caressaient sa moustache avec émerveillement, et même les anciens priaient en son honneur.
Le maire de la ville l'accueillit chaleureusement et lui demanda de sauver le monde champignon des griffes de Bowser. Mais avant que Mario ne puisse répondre, une voix pompeuse retentit. Le prince Luigi venait de faire son entrée. Avec son charisme forcé, il tenta de capter l'attention de la foule. En vain. Alors qu'il lançait un discours grandiloquent, tous les habitants s'étaient déjà retournés pour suivre Mario. Complètement ignoré, Luigi se retrouva seul sur la place. Ne comprenant pas pourquoi son apparence et son statut de prince ne lui valaient pas la même reconnaissance que son rival. Après cet accueil mouvementé, Mario et Luigi arrivèrent sur la plage. Oui, maintenant ils sont tous les deux. Face à une mer immense et scintillante, Mario, sans hésiter, déclara qu'il traverserait à la nage pour gagner du temps. Horrifié, Luigi tenta de lui convaincre en énumérant toutes les raisons rationnelles de ne pas le faire. L'eau était glaciale, ses vêtements seraient trempés, et surtout, il risquait d'être attaqué par des créatures marines. Mais Mario ignora complètement ses arguments et sauta dans l'eau sans réfléchir. Luigi, vexé et bien décidé à éviter la mer, prit la route par la terre ferme, car en réalité, il ne savait pas nager. Plongé dans l'eau, Mario réalisa bien vite un problème majeur. Il nageait extrêmement lentement. À force de ramer, il se retourna et constata qu'il n'avait pratiquement pas avancé. Alors qu'il désespérait, quelque chose agrippa sa jambe sous l'eau. Pris de panique, il imagina immédiatement une attaque de requin et tâta ses jambes pour vérifier qu'elles étaient toujours là. Mais en plongeant la tête sous l'eau, il croisa des requins inquiétants. Une bande de créatures mi-poisson, mi-humain, les mordeurs, l'encerclèrent en affichant des sourires mauvais. Ils l'accusèrent d'avoir attaqué leur compagnon et se ruèrent sur lui, le mordant de toutes parts. Dans l'eau, Mario ne pouvait ni sauter, ni se défendre efficacement, et il réalisa qu'il ne pouvait pas gagner ce combat. Forcé de fuir, il nagea à toute vitesse vers une petite île déserte, où il s'échoua et exténué. Cependant, un poisson était toujours accroché à son postérieur. Dans un dernier acte de désespoir, Mario lâcha un pet puissant, assommant instantanément son assaillant. Rouge de honte, il se reprocha d'avoir agi de manière si grossière pour un héros. Assis sur le sable, il était désormais coincé. Impossible de progresser sous l'eau avec ses capacités limitées. Et sans une solution, il ne pourrait jamais atteindre son objectif. Coincé sur une île déserte, Mario se retrouvait à court d'options. Il ne pouvait pas nager efficacement, et sans solution, il était condamné à rester bloqué ici. C'est alors qu'un pigeon messager nommé Poft fit son apparition. Ce vieil oiseau, au service de la famille royale depuis plus d'un siècle, était venu lui donner un précieux conseil. Si tu veux triompher de l'eau, deviens un être qui y vit. Mario ne comprit pas immédiatement l'énigme, mais en fouillant son sac, il tomba sur la combinaison grenouille offerte par la princesse Peach. L'illumination fut immédiate. S'il devenait une grenouille, il pourrait enfin se déplacer librement sous l'eau. Sans hésiter, il enfila le costume magique et se jeta dans l'océan. La transformation fut radicale. Désormais Mario Grenouille, il pouvait nager à une vitesse folle et avec une aisance parfaite. Sous lui, la bande des mordeurs qu'il avait attaqué plus tôt gisait KO au fond de l'eau. Mario était maintenant invincible dans cet environnement, et il progressa sans difficulté, jusqu'à ce qu'une obscurité soudaine l'engloutisse entièrement. Dans cette noirceur abyssale, une voix tonitruante résonna. Bloops, un gigantesque calmar, seigneur autoproclamé du royaume de la mer, surgit face à Mario Grenouille. Sûr de sa puissance, il déclara n'avoir rien en commun avec les adversaires insignifiants que Mario avait affrontés jusque-là. Mais alors qu'il se préparait à attaquer, une voix stridente l'interrompit net. Sa femme venait d'arriver. Avec un regard perçant, elle lui lança un ultimatum implacable. S'il perdait, il serait privé de dîner. Derrière elle, une bande de petits Bloops surexcités l'encouragea bruyamment, réclamant la victoire de leur père. Acculé, Bloops fonça à toute vitesse sur Mario, usant de sa propulsion aquatique fulgurante. Mais Mario Grenouille, désormais maître des flots, esquiva sans difficulté. Profitant d'une ouverture, il riposta d'un coup de pied magistral. L'impact envoya Bloops valser en arrière, totalement sonné. Pris de panique face à un adversaire bien plus redoutable que prévu, il tourna les tentacules et s'enfuit, sans demander son reste. Derrière lui, Bloops mère explosa de rage. Son mari venait de fuir après une seule attaque. Elle déclara qu'il ne dînerait pas ce soir, et peut-être même pas demain matin. Furieuse, elle ordonna à ses enfants de venger leur père. Mais en se retournant, ils avaient disparu. Ils étaient en train de jouer avec Mario, nageant et riant aux éclats. Désorientée, Bloops mère observa la scène avec perplexité. Peu à peu, elle comprit que Mario n'était pas leur ennemi. Finalement, Bloops revint timidement, redoutant une nouvelle remontrance. Contre toute attente, Bloops mère observa Mario un instant, puis hocha lentement la tête, comme si elle venait de comprendre quelque chose. Son expression auparavant sévère s'adoucit légèrement. Plutôt que de le voir comme un ennemi, elle le considéra désormais comme un allié. Un individu capable d'unir même ceux qui s'opposaient à lui. Dans un geste inattendu, elle offrit à Mario le bâton magique du royaume de la mer, permettant de restaurer son véritable roi. Un peu gêné par tant de reconnaissance, Mario les remercia chaleureusement, promettant de rejouer avec les enfants Bloops un jour. Grâce à lui, le royaume de la mer retrouva la paix. Chapitre 4. Le royaume géant et le château magique. Mario, plongé dans ses pensées sur la nature du royaume géant, marchait sans prêter attention à son environnement, jusqu'à ce qu'il percute violemment un obstacle. Il recula, se frotta le front, prêt à râler contre un pilier mal placé, avant de se figer. Ce n'était pas un pilier, ni un arbre. C'était un simple brin d'herbe. Mais ici, dans ce royaume où tout semblait démesuré, même l'herbe atteignait une taille colossale. Autour de lui, des tiges immenses se dressaient vers le ciel, projetant d'immenses ombres sur le sol. Le paysage entier paraissait irréel, comme si Mario avait rapetissé
au lieu que le monde ait grandi. Alors qu'il contemplait cette nature gigantesque, un cri tonitruant brisa le silence. Luigi fit irruption. Courant maladroitement vers lui sous le poids de son habituelle armure blanche trop lourde, essoufflé mais théâtral, il proclama d'un ton dramatique que Mario avait mis un temps interminable à arriver. Mario, peu convaincu, remarqua surtout qu'il semblait lui-même venir tout juste d'arriver. Après une discussion où Luigi exagéra ses exploits et où Mario expliqua comment il avait récupéré le bâton magique du royaume de la mer, Luigi, dans un élan de noblesse surjoué, annonça qu'ils devaient unir leurs forces. Il affirma qu'avec sa ruse, sa force et son courage, et l'aide modeste de Mario, ils pourraient vaincre Bowser ensemble. Mais en réalité, Luigi n'avait qu'une seule idée en tête, survivre. Dès son arrivée dans ce royaume envahi par des herbes géantes et des bruits inquiétants, son imagination fertile lui avait joué des tours. Des monstres tapis dans l'ombre, des créatures invisibles prêtes à bondir. Son anxiété grandissait à chaque pas. S'il faisait demi-tour, Peach se moquerait de lui. Mais s'il continuait seul, l'angoisse était insupportable. Il trouva alors la solution parfaite, se coller à Mario. Après tout, ce dernier était fort et surtout beaucoup trop naïf pour se douter qu'il venait de devenir son bouclier humain. Sauf que, avant même que Luigi ne termine son discours pompeux, Mario accepta immédiatement, ravi d'avoir un compagnon de voyage. Et ainsi débuta leur aventure en duo. Luigi qui avait tout calculé et manipulé pour se mettre en sécurité, Mario qui acceptait sans se poser la moindre question. Alors que la nuit tombait, Luigi insista pour rejoindre la ville la plus proche avant de s'arrêter. Mais Mario, imperturbable, se laissa tomber dans l'herbe et déclara que cet endroit ferait un excellent campement. Luigi resta figé. Dormir ici? En pleine nature? Sans mur, sans toit, entouré d'immenses herbes grouillant sûrement d'insectes et d'autres horreurs invisibles? Il tenta de protester. Mario, lui, s'installa confortablement et s'endormit en quelques secondes. Luigi, horrifié, n'eut d'autre choix que de s'asseoir, pestant contre son plombier rustre, incapable d'apprécier le confort d'un vrai lit. Il repensa avec nostalgie à sa chambre royale, son lit moelleux et surtout sa couette en duvet d'oie. Mais ses paupières finirent par s'alourdir. Et bientôt, ce fut son propre ronflement qui résonna dans la nuit. Le lendemain matin, Mario ouvrit les yeux et se redressa en s'étirant, avant de réaliser que tout autour de lui était blanc. Une épaisse brume recouvrait entièrement le paysage, rendant impossible de distinguer quoi que ce soit à plus de quelques mètres. Il plissa les yeux, tentant d'apercevoir un repère. Peu à peu, la brume commençait à se dissiper sous la lumière du jour. Et c'est à cet instant qu'il le vit. À travers les dernières voiles de brouillard, une silhouette massive apparut au loin. Encore engourdi, Luigi marmonna en demandant l'heure, jusqu'à ce que son regard croise la structure imposante qui se dressait devant eux. Un frisson glacé le traversa immédiatement. Devant eux, un immense château se découpait dans l'atmosphère encore brumeuse. Ses murs de pierre sombre, ses tours aux toits effilés, et l'aura sinistre qui s'en dégageait ne laissait aucun doute sur la nature de l'endroit, le château magique. Les immenses portes du château étaient grandes ouvertes, projetant une obscurité oppressante à l'intérieur. L'atmosphère glaciale et le silence pesant ne laissaient rien présager de bon. Pourtant, sans la moindre hésitation, Mario pénétra dans l'édifice, convaincu que le bâton magique du royaume géant s'y trouvait. Luigi, beaucoup moins enthousiaste, traînait derrière lui avec appréhension, observant nerveusement les alentours. L'intérieur du château était désert et glacial. Seul l'écho de leurs pas résonnait dans les couloirs. L'ambiance pesante était presque palpable. Puis soudain, un rire tonitruant brisa le silence. La voix de Bowser retentit à travers les murs. Il confirma que le bâton magique était bien ici, mais défia Mario de venir le récupérer. À peine ces paroles s'étaient-elles dissipées qu'un bruit sourd retentit. Sans prévenir, un énorme bloc de pierre tomba brusquement du plafond, menaçant d'écraser Luigi. Mario réagit immédiatement et le poussa sur le côté juste à temps. Le bloc vibra légèrement avant qu'une voix grave ne s'en échappe. Thwomp, un des sbires de Bowser, venait d'annoncer sa présence. Sans perdre de temps, il glissa violemment en direction des intrus, prêt à les écraser sous son poids titanesque. Mais Mario avait déjà analysé la situation. Il attira l'énorme bloc vers un mur, feinta au dernier moment et laissa la gravité faire le reste. Thwomp s'écrasa violemment contre la paroi, provoquant un éboulement de pierre qui l'ensevelit sous un tas de décombres. La menace était neutralisée. Mario reprit sa route, mais son compagnon n'était plus à ses côtés. Luigi réapparut quelques instants plus tard, émergeant prudemment de derrière une colonne. Le duo poursuivit son avancée à travers le château et atteignit une vaste salle où soufflait un vent glacial, malgré l'absence de fenêtres. Luigi, paralysé par la peur, s'agrippa instantanément à Mario. Dans l'ombre, une faible lumière apparut. Une silhouette blanchâtre flottait lentement vers eux, un spectre. Tétanisé, Luigi recula aussitôt. La présence fantomatique, cependant, n'affichait aucune hostilité apparente. Elle se contentait de les fixer d'un regard énigmatique. Mario observa la scène avec curiosité, se demandant si cette créature représentait réellement un danger. Luigi, toujours en proie à la panique, tenta de détourner le regard, mais se retrouva face à face avec une énorme boule de feu suspendue dans les airs à quelques centimètres de son visage. Paniqué, il s'empara de Mario et dans un mouvement de pur instinct, se mit à détaler à toute vitesse. Le spectre réagit immédiatement et s'élança à leur poursuite. Luigi, emparé par la terreur, fonça droit vers une porte massive. Dans un ultime effort, il se jeta à travers l'ouverture, entraînant Mario avec lui. La porte se referma brutalement derrière eux. Le silence retomba. Au lieu d'une salle lugubre et menaçante, ils se retrouvaient dans un salon délicat, baigné de teintes blanches et rose pastel. Tout semblait soigneusement agencé.
une table ronde recouverte d'une nappe brodée, des peluches disposées avec précision sur des étagères, des rideaux en dentelle filtrant une lumière douce et tamisée, des roses séchées suspendues en décoration. L'endroit tranchait violemment avec l'ambiance sinistre du château, à tel point que Mario et Luigi en restèrent muets, tentant de comprendre où ils avaient atterri. Puis, un grincement brisa le silence, une présence étrange. Une chaise pivota lentement, quelqu'un se retourna. Et alors, ils la virent. Assise au centre de la pièce, une jeune fille les observait. Mais son apparence était déconcertante. Des narines évasées et imposantes, une bouche anormalement large, des sourcils épais au point de ressembler à des algues, des fossettes si profondes qu'elle évoquait des cicatrices. Son visage brisait totalement l'harmonie parfaite de la pièce, créant un contraste si absurde qu'il défiait la logique. Mario et Luigi restèrent figés. Un silence pesant s'installa, plus oppressant que n'importe quelle pièce du château. Luigi, submergé par l'inquiétude, recula d'un pas, les jambes tremblantes. Puis, la voix grave et stridente de la jeune fille s'éleva dans la pièce. Elle se présenta comme étant Nippa, la fille de Bowser. Elle déclara avec exaltation qu'elle attendait ce moment depuis longtemps. Son regard ne quittait pas Luigi, elle débordait d'admiration. Elle semblait captivée par lui, affirmant avec ferveur qu'il était encore plus merveilleux que ce qu'elle avait imaginé. Un frisson parcourut Luigi, puis, sans crier garde, elle se jeta sur lui. Nippa s'accrocha à Luigi avec une force surhumaine. Ce n'était pas une étreinte, c'était une prise d'étranglement. Ils s'effondrèrent lourdement au sol dans un vacarme assourdissant. Les bras puissants de Nippa se refermèrent sur lui comme un étau, l'immobilisant totalement. Elle était visiblement déterminée à ne plus jamais le lâcher. Le temps s'écoula. Des heures d'efforts acharnés, un Luigi luttant désespérément réduit à un état de loque humaine. Finalement, Mario parvint à l'arracher des griffes de Nippa. Sans perdre une seconde, ils s'emparèrent du bâton magique du royaume géant et prirent la fuite sans un mot. Luigi, vidé de toute énergie, affichait un regard vide, comme s'il venait de traverser l'enfer. Mario, lui, ne fit aucun commentaire. Un silence pesant s'installa entre eux, et aucun des deux ne chercha à le briser. Ainsi se terminait leur passage au royaume géant. Chapitre 5. Le royaume du ciel et le cuirassé géant. Après avoir quitté le royaume géant, Mario et Luigi se dirigèrent vers le royaume du ciel, où se trouvait le cuirassé géant. Une arme redoutable de l'armée de Bowser. Ce navire volant, long de 120 mètres et capable de traverser rapidement le royaume champignon, représentait une menace majeure pour la paix. Grâce à Poft, le pigeon messager, Mario reçut un haricot magique, qu'il planta dans le sol. Le lendemain matin, une gigantesque tige s'éleva jusqu'au ciel, leur permettant d'atteindre le royaume du ciel. Cependant, l'ascension ne fut pas de tout repos, surtout pour Luigi, terrifié par le vide et sujet au vertige. Arrivés sur place, ils rencontrèrent un étrange individu du nom de Gabon, un sbire de Bowser capable de lancer de lourdes pierres à grande vitesse. Après un combat éprouvant, Mario réussit à le vaincre, leur ouvrant la voie vers le cuirassé géant. Cependant, un problème subsistait. Comment monter à bord sans être repéré? C'est alors qu'une marchande ambulante fit une apparition improbable, proposant à la vente des costumes de tanuki. Bien que sceptique, Luigi dut se résoudre à en porter un, tandis que Mario revêtit son costume de grenouille, cadeau de la princesse Peach. Désormais déguisés, ils étaient prêts à infiltrer le cuirassé géant pour le détruire. Grâce à leur costume, Mario et Luigi parviennent à se faufiler à bord du cuirassé géant, la puissante arme volante de l'armée de Bowser. Leur mission est de localiser et de détruire le moteur principal du navire. Au début, leur couverture fonctionne malgré quelques situations tendues. Mario, déguisé en grenouille, manque d'être démasqué par un marin suspicieux, mais s'en sort de justesse grâce à une excuse farfelue sur une espèce rare de grenouille. Luigi, sous son déguisement de tanuki, attire l'attention en se plaignant du menu à la cantine du cuirassé, ce qui pousse les soldats à douter de son identité. Finalement, leur comportement suspect les fait convoquer par le chef d'équipage. Lors d'un interrogatoire, leur réponse absurde sur leur nature animale éveille immédiatement les soupçons. Quand Luigi mentionne accidentellement le nom de Mario, le commandant réalise leur véritable identité et déclenche l'alerte. Une bataille chaotique s'ensuit. Les canons du cuirassé tonnent, les Goombas et plantes piranhas se jettent dans la mêlée. Lançant des enclumes et des boulets de canon, Mario, agile et rapide, esquive les tirs et saute sur ses ennemis, tandis que Luigi, paniqué, frappe les adversaires déjà au sol pour se donner du courage. Comprenant qu'ils ne peuvent pas gagner à la loyale, ils foncent vers la salle des machines pour saboter le moteur et faire exploser le cuirassé. Le temps presse et leur mission prend un tournant critique. Mario et Luigi atteignent enfin la salle des machines où les attend Zappa, l'un des fils de Bowser. Arrogant et sûr de son intelligence, il leur propose un duel. Luigi tente de se battre en premier, mais, fidèle à lui-même, il trébuche immédiatement et se fait rouer de coups par les soldats ennemis. Mario intervient pour le sauver et se retrouve confronté à une armée disciplinée et nombreuse. Utilisant leur vitesse contre eux, Mario esquive habilement leurs charges, les laissant filer dans le couloir. Ne reste alors plus que Zappa qui décide d'affronter Mario en duel, mais s'écroule lamentablement de lui-même en courant trop vite. Rappelant involontairement le prince Luigi, Mario, sans perdre de temps, l'achève d'un simple coup de pied. Il pénètre ensuite dans la salle des machines où il découvre que c'est un bâton magique
qui alimente le cuirassé en énergie. Mario l'arrache brutalement, provoquant une surcharge et un incendie à bord. Les attaques retentissent, les flammes se propagent. Le cuirassé est sur le point d'exploser. Mario et Luigi s'échappent de justesse, sautant dans le vide avant que le gigantesque navire ne soit réduit en miettes dans une explosion titanesque. Ainsi, l'arme ultime de Bowser est détruite, marquant un tournant décisif dans leur aventure. Chapitre 6 – Le Royaume des Glaces. En approchant du Royaume des Glaces, Mario et Luigi ressentent le froid grandissant. Luigi panique immédiatement et insiste pour acheter des vêtements chauds. Il se couvre de couches excessives de laine et de fourrure, ressemblant à un bonhomme de neige ambulant, tandis que Mario se contente d'un équipement plus sobre. Une fois entré dans le royaume, il découvre un sol entièrement glacé, rendant la marche périlleuse. Mario avance prudemment, mais Luigi, trop sûr de lui, se met à courir et finit par perdre totalement le contrôle. Il glisse à toute vitesse, s'écrase contre une montagne de glace et se retrouve enseveli sous les débris. Mario entend ses appels à l'aide étouffés sous la glace et entreprend de le déterrer, tandis que Luigi se plaint du froid et éternue. Il réalise alors que le froid extrême ne leur laisse aucune marge de pause. S'ils s'arrêtent, ils risquent de geler sur place. Le seul moyen de survivre est d'avancer, malgré la difficulté du terrain. Ainsi commence leur périlleuse progression à travers ce royaume hostile, où chaque faux pas peut être fatal. Alors qu'ils avancent péniblement sur la glace, Mario et Luigi sont repérés par les 3 frères marteaux, maîtres du royaume des glaces. Ceux-ci leur barrent la route et les attaquent avec des boomerangs, des flammes et des secousses sismiques, rendant la bataille extrêmement difficile sur le sol glissant. Mario, cherchant une solution, met au point une technique avec Luigi. En se tournoyant sur eux-mêmes, ils utilisent la force centrifuge pour se propulser et foncer à toute vitesse sur leur adversaire. Grâce à cette astuce, les frères marteaux sont éliminés un par un et Mario récupère le bâton magique du royaume des glaces. Alors qu'ils reprennent leur marche, Luigi réalise quelque chose d'important. Pour la première fois, il n'a pas fui un combat. Inspiré par le courage et la détermination de Mario, il sent qu'il a progressé et que son aventure l'a transformé. Mais leur satisfaction est de courte durée. Poft, le pigeon messager, surgit en urgence, paniqué. Les troupes de Bowser attaquent le royaume champignon. La princesse Peach a été capturée et retenue en otage dans le royaume des ténèbres. Mario et Luigi sont sous le choc. Leur voyage touche à son but. Il est temps d'affronter Bowser une bonne fois pour toutes et de sauver la princesse, avant qu'il ne soit trop tard. Chapitre 7 – Le royaume des ténèbres. Après avoir restauré la paix dans plusieurs royaumes, Mario et Luigi atteignent enfin leur destination finale, le royaume des ténèbres. Alors que le ciel s'assombrit et qu'un orage éclate, ils trouvent refuge dans une grotte pour échapper au déluge. Dans ce moment de répit, une conversation sincère s'engage entre eux. Luigi admet sa peur et son manque d'expérience, expliquant qu'il a toujours été protégé et qu'il n'a jamais rien accompli par lui-même. Mario, en revanche, révèle son attachement sincère pour le monde champignon et à ses habitants. Il ne combat pas Bowser par haine, mais parce qu'il refuse que la tyrannie détruise ceux qu'il aime. Ému par la détermination de Mario, Luigi lui offre un costume spécial, le costume marteau, un trésor de sa famille permettant d'invoquer des marteaux. Il estime que Mario est le seul à mériter de le porter pour l'ultime combat. Revigorés par leur discussion, les 2 compagnons quittent la grotte sous la pluie et avancent vers le château de Bowser. Une forteresse massive et oppressante. L'atmosphère sinistre qui l'entoure leur rappelle que la bataille finale approche. Déterminés, ils franchissent les portes sombres du château, prêts à affronter leur plus grand défi. Dans le château obscur, Mario et Luigi avancent à l'aveugle, peignant à distinguer quoi que ce soit. Soudain, des bruits inquiétants résonnent dans l'ombre. Mario comprend qu'ils ne sont pas seuls. Un éclair illumine la salle. Les 7 enfants de Bowser, les Koopalings, se dressent devant eux, prêts à se venger. Ippa, déjà affronté auparavant, annonce que cette fois, ils combattront ensemble, rendant la bataille plus difficile que jamais. Mais Mario, équipé du costume marteau, riposte avec sa pluie de marteaux, tandis que Luigi, galvanisé par son évolution au fil du voyage, prend les armes et se bat à ses côtés. Grâce à une offensive combinée, Mario et Luigi triomphèrent des Koopalings, un par un, laissant la salle jonchée d'ennemis KO. À peine le combat terminé, une voix caverneuse retentit, en plus d'une puissance écrasante. Bowser lui-même. Il se moque de Mario, affirmant qu'il est désormais invincible et que Peach ne sera libérée qu'en cas de victoire. Le sol tremble. Le mur se brise dans un fracas assourdissant, laissant apparaître une silhouette titanesque de plus de 3 mètres. Bowser fait enfin son entrée, prêt à écraser ses adversaires une bonne fois pour toutes. L'affrontement final commence. Bowser, sûr de lui, lance d'immenses boules de feu sur Mario et Luigi, qui esquivent de justesse. Mario réplique avec ses marteaux, engageant un duel intense de projectiles, où les flammes et les armes s'entrechoquent dans une série d'explosions. Grâce à l'appui de Luigi, les marteaux commencent à atteindre leur cible, blessant Bowser au visage et au torse. Puis, un coup bien placé brise son casque, révélant son point faible, le sommet de son crâne.
Mario comprend immédiatement la faille de Bowser et ordonne à Luigi de viser sa tête. Mario et Luigi resserrent l'étau, prêts à lui asséner le coup de grâce. Bowser, en difficulté, tente désespérément de protéger sa tête, mais il est au bord de la défaite. C'est alors qu'Ippa surgit, tenant Peach en otage avec une lame pointée sur elle. Il ordonne à Luigi de jeter son marteau, menaçant d'exécuter la princesse. Bowser éclate de rire. Mario et Luigi sont piégés. S'ils attaquent, Peach est en danger. Leur victoire, pourtant si proche, semble brutalement compromise. Alors que Bowser tient Mario entre ses griffes, il se délecte de son triomphe. Peach exhorte Mario à ne pas abandonner, mais Bowser, sûr de sa victoire, prépare une attaque dévastatrice, une gigantesque boule de feu menaçant d'en finir avec le héros. Mario, à bout de force, lance un dernier appel à Luigi, lui demandant de trouver en lui le courage de se battre. Bowser éclate de rire, méprisant l'idée que le prince Froussard puisse agir. C'est alors que Luigi, transcendé par la situation, saisit une épée tombée au sol et attaque Bowser de toutes ses forces. Il vise la jambe, le forçant à perdre l'équilibre. Dans sa panique, Bowser brûle son propre bras avec sa boule de feu. Mario en profite pour se libérer et lance son marteau avec toute la puissance qui lui reste. L'arme percute violemment le crâne de Bowser, son point faible. Dans un hurlement terrifiant, Bowser s'effondre au sol, vaincu. Alors que Bowser est vaincu, le château commence à s'effondrer dans un vacarme assourdissant. Mario, affaibli, ordonne à Luigi de sauver Peach en premier. Luigi, bien que paniqué, parvient à libérer la princesse et l'entraîne hors du château juste avant que l'édifice ne s'écroule complètement dans une gigantesque explosion. Sous une pluie battante, Peach et Luigi attendent désespérément un signe de Mario. Mais seul le silence leur répond. Épilogue. Quelques jours après la victoire contre Bowser, la pluie ne cessait de tomber, reflétant l'ambiance pesante qui régnait au royaume champignon. Peach et Luigi, rongés par l'inquiétude, attendaient désespérément le retour de Mario, mais aucun signe de lui ne leur parvenait. Un jour, une foule se rassembla spontanément à la périphérie de la ville, comme poussée par une force invisible. Tous les habitants, du plus jeune au plus âgé, même les animaux, convergèrent vers un même point, sans savoir pourquoi. Puis, une silhouette apparut sur une colline, suivie d'un cortège inattendu, des ennemis d'autrefois, un Thwomp, des Bloops, les frères Marteau et bien d'autres marchaient ensemble paisiblement. Et au centre de cette étrange procession, Mario avançait tranquillement, un sourire radieux sur le visage, discutant joyeusement avec ceux qui jadis étaient ses adversaires. Il avait tenu parole, il était revenu. La tension disparut aussitôt. Peach et Luigi s'élancèrent vers lui, suivis par tous ceux qui attendaient ce moment avec impatience. Mario était enfin rentré chez lui. Voilà, c'est tout pour l'histoire de ce roman. Je vous ai enlevé les dialogues. Je voulais vraiment faire en version plus courte. Je sais, c'est un peu long, mais je voulais vraiment faire en version assez courte. Ce qui est vraiment marrant avec ce roman, c'est que ça nous rappelle à quel point l'univers de Mario n'était pas vraiment figé à l'époque. Peut-être que j'en parlerai plus profondément un jour, mais même les livres dont vous êtes le héros aussi, il y a quand même pas mal de libertés qui sont prises. Parce que aujourd'hui, je pense que c'est totalement impossible, parce que Nintendo garde un contrôle absolu sur ses personnages et ses licences, et c'est tout à fait leur droit, hein. J'ai absolument rien à dire là-dessus. Mais c'est vraiment, Mario, c'est devenu un symbole intouchable. Tu peux plus faire ce que tu veux avec Mario comme ça. Je pense qu'à l'époque, c'était pas autant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment installé, c'est compliqué, quoi. Aujourd'hui, s'il devait y avoir un roman Mario, je pense que ça serait chapeauté totalement par Nintendo et que tu fais pas ce que tu veux. Voilà, je pense que ce livre mérite d'être connu. Voilà, tout simplement, pour l'histoire de Mario. Voilà, ça a existé, ça a été vendu dans le commerce, et voilà, c'est... Et vous, du coup, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Dites-le moi en commentaire. Et bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à activer la cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé du format. Est-ce que c'est trop long? Est-ce qu'il faut que je raccourcisse? Est-ce que... Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Prochain livre, est-ce que ça sera dans un univers de jeux vidéo? Peut-être, parce que j'ai pas mal de romans qui traitent de licences de jeux vidéo. On verra. Et voilà, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!